Bonsoir, bienvenue au Café Numérique de Liège. Le Café Numérique de Liège, c'est très simple, c'est 3 mots-clés, c'est on network, on apprend et surtout on passe un bon moment. Learn, network, enjoy. Donc on a une mission, celle de promouvoir les nouvelles technologies et l'innovation. En fait, c'est parti d'une simple idée, c'est qu'on aime bien se rassembler pour échanger des nouvelles choses. Ça a démarré en 2010 à Bruxelles, c'était 2, 3, 4, 5 potes qui se rassemblaient autour d'un bar. J'ai remarqué un jour que ce qu'ils disaient c'était intéressant et j'ai continué à aller à Bruxelles. Mais bon, à un moment donné, je me disais que aller toutes les semaines, parce que c'était toutes les semaines à Bruxelles, ça devenait long. Je me suis dit, ah, on va décliner ça à Liège. Et en 2010, on a lancé aussi Café Numérique à Liège, tout simplement. Alors, je vais vous skipper toute l'aventure qui s'en est suivie, puisque ça ne s'est pas arrêté à Liège. On l'a aussi lancé à Paris, à Londres, à Kinshasa, à Bogota, à Katmandou au Népal. Il y a encore plein d'autres villes, je ne me rappelle plus de toutes, Sam. En tout cas, il reste juste une ville active, c'est ici. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Le Covid est passé par là. Et c'est vrai que nous, on s'est dit, bah, notre énergie, on va la mettre ici au niveau local, parce que ça demande aussi énormément d'énergie de déployer tout ça à l'étranger, avec un business model qui n'est pas nécessairement le plus rentable. Mais en tout cas, on est là aujourd'hui pour parler de finances, justement. Donc peut-être que ce sera une bonne transition. Vous me direz ça à la fin. Dans l'équipe, on a Sébastien Lévy qui est juste là. C'est un petit peu monsieur Startup Accélération de l'équipe. Nous avons également Mélissa qui n'est pas là ce soir, mais qui est quand même bien active derrière avec nous, notamment sur les réseaux sociaux. Samuel qui est à ma droite, qui est pas mal dans la communication, même titre que Mélissa d'ailleurs, et puis moi-même qui suis cofondateur d'Airplan, une start-up qui automatise les permis d'urbanisme, et je donne aussi pas mal de formations dans l'intelligence artificielle. Au programme aujourd'hui, l'introduction, c'est ce que je suis en train de terminer là maintenant. On aura un intervenant, vous savez qu'on a un, deux, parfois 3 intervenants au Café Numérique. Vous savez aussi que c'est en général le premier lundi de chaque mois. Aujourd'hui, c'est pas le lundi du... Si, on est le premier lundi du mois, je ne suis pas sûr. En mai, c'était pas le cas non plus, donc vous voyez que de temps en temps, on change un peu ça. Donc il faut rester attentif. Vous pouvez vous inscrire évidemment à la newsletter du Café Numérique via le site cafénumérique.org. C'est pas très compliqué parce qu'il y a une seule page sur le site, donc vous devriez facilement trouver les infos. Donc une intervention ce soir, ensuite Q&A, questions et réponses. Vous avez des questions, posez-les. Moi j'en ai quelques-unes déjà de prime abord. Si vous les avez, ben, gardez-les bien. Il y aura un temps pour ça. Voilà. Et enfin, on terminera sur les live tweets. Live tweets, vous connaissez le principe. Vous venez ici, vous avez quelque chose à annoncer, à promouvoir. Eh bien, on vous donne le micro pendant 30 secondes. J'ai bien dit 30 secondes, pas 30 minutes. Hein. Le but, c'est d'aller vite. Et puis après ça, on passe à côté, au bar. D'ailleurs, je vois qu'il y a pas mal de monde qui est là-bas. Je ne sais pas si c'est pour le Café Numérique, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se mélanger là-bas et de networker. Bonjour, bienvenue. Voilà, j'ai tout dit. Merci d'être là. Merci à notre partenaire Deuze de nous soutenir. Si vous avez envie de soutenir le Café Numérique, venez trouver les membres de l'organisation. On sera content d'en parler avec vous. Donc Deuze, eux, ils développent des applications mobiles, mais pas que, des applications web de manière générale. Ils sont liégeois, ils sont à 400 mètres d'ici, ils sont géniaux. D'autres partenaires qui sont géniaux, c'est notamment La Grand Poste. Moi, j'y vais 2 à 3 fois par semaine avec mes collègues ici dans l'open space. On vient ici justement pour créer du lien et profiter aussi de toute l'infrastructure. Il y a pas mal de salles de réunion, il y a pas mal de cafés, il y a pas mal de choses qui se passent à la brasserie, sur le rooftop et dans la halle comme ceci. Donc c'est pour ça qu'on vient. Éco-Dimension, JF qui est ici et qui est venu avec tout le matos, merci à lui d'enregistrer tous les cafés numériques qui vont être retransmis par la suite en replay sur la chaîne Café Numérique. Et je vous annonce déjà la prochaine date, qui sera le 2 septembre, puisque nous marquons une petite pause d'été. Voilà, donc n'hésitez pas à rester en contact avec nous via les réseaux et via le site web.
Je vous souhaite déjà un bon café numérique, que tout se passe bien. Je suis sûr que ça va bien se passer. Il me reste plus qu'à introduire Nicolas Carré, qui est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années au moment où il a lancé Accountable. Accountable, tu as lancé ça en quelle année? Alors, on a démarré à travailler sur Accountable en 2017 et on a lancé en 2019. Ok. Parce que ce qu'on fait, c'est compliqué. Eh ben écoute, donc c'était en 2017. En effet, c'est l'année justement où moi personnellement je me lançais, puisque avant ça j'étais salarié pendant 7 ans, et puis maintenant ça fait du coup quasiment 7 ans aussi que je me suis lancé. Et du coup, Countable, ouais, je les suis depuis un moment. Et j'étais très impressionné notamment par l'aspect IA dont on va parler aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça serait cool d'avoir Nicolas aujourd'hui qui va vous parler d'IA et de finance. Donc tu as ton micro qui est ici, donc normalement ça devrait fonctionner. Vous l'entendez bien? Ça marche? Oui, vous m'entendez? Merveilleux. Je vous propose d'accueillir Nicolas. Merci. Merci Jérémy. Bonsoir à tous. Donc voilà, simplement, oui, je suis Nicolas. Un petit bout sur mon histoire. Donc j'ai grandi à Charleroi. Je venais parfois à Liège, mais plutôt pour faire la fête. Et puis je suis très content d'être là ce soir. Et puis j'ai étudié à Bruxelles, créé une première entreprise qui était active dans le monde du big data, mais pas dans le système bancaire, pas dans le système financier, mais pour les opérateurs télécoms. On y reviendra dans un instant parce que c'est évidemment assez important de comprendre comment en 2010 on commence à travailler le big data et du coup l'intelligence artificielle. Une entreprise que j'ai amenée en Amérique du Sud, j'ai vécu 5 ans au Brésil entre 2012 et 2017. Vraiment créer l'entreprise locale, l'amener à une grosse partie du chiffre d'affaires, c'était très sympathique. Et puis je suis revenu en Belgique à la fin de l'aventure. Et en 2019, comme on l'a dit, on lance Accountable. Accountable, on s'attaque à un problème qui pour moi est personnel. Dans toute ma vie, j'ai toujours été indépendant. Mes parents sont médecins, ma sœur est architecte. Et on s'attaque pour les indépendants avec Accountable à un problème qui est très important, qui, à part ne pas avoir de clients, ne pas avoir de patients, va être le plus important de tous les indépendants, c'est la gestion de ses impôts. Alors, quand on est indépendant, si vous ne l'êtes pas, les impôts, c'est assez simple. C'est quelque chose qu'on déteste faire, qu'on doit faire fréquemment, généralement tous les trimestres, qui crée une tension gigantesque, une charge mentale très forte parce qu'on ne sait pas combien on gagne. On doit provisionner pour des impôts qu'on va pas payer 3 quand c'est la TVA, parfois un an et demi plus tard quand c'est de l'impôt. On a peur de faire des erreurs et ça coûte cher. Et l'idée d'Accountable, c'est très simple, c'est de créer une application, un logiciel qui va faire en sorte que vos impôts sont déjà faits. Donc vous scannez vos factures, vous scannez vos reçus et Accountable calcule automatiquement toutes vos déclarations TVA, vos déclarations d'impôts et les prépare pour vous. Alors, ce qu'on va également faire, c'est qu'on va utiliser l'intelligence artificielle pour donner des conseils. On le verra dans un instant. On fait la facturation électronique, donc c'est un élément important en tant qu'indépendant. D'ici à 2026, l'ensemble des factures vont devoir passer des formats papier ou PDF à des formats vraiment électroniques, ce qui va aussi amener plus d'automatisation. C'est quelque chose qu'on fait. Et puis évidemment, on vous dit exactement combien vous gagnez, donc vous gagnez en tranquillité d'esprit. Ça, c'est Accountable du côté logiciel. Et également, ce qu'on a derrière, c'est une équipe de support qui est là pour répondre à des milliers de questions toutes les semaines. On a sur la plateforme aujourd'hui plus de 50 000 utilisateurs présents en Belgique et en Allemagne, avec un très beau développement en Allemagne qui représente plus ou moins un tiers de notre chiffre d'affaires. C'est une très très chouette aventure, à la fois donc technologique et humaine. Et puis, parler d'Accountable, c'est aussi parler un petit peu de ce qu'on fait en dehors du logiciel ou en dehors du service. On a toute une série d'outils qu'on met à la disposition des indépendants. Et peut-être le plus important, c'est fraispro.be, qu'on a développé en partenariat avec Liantis, un secrétariat social, dans lequel vous pouvez rechercher les frais déductibles que vous pouvez faire en tant qu'indépendant et comprendre est-ce que c'est déductible ou pas, selon votre situation. Alors, des questions avant qu'on démarre? N'hésitez pas, s'il y a des questions pendant la présentation, à m'interrompre. C'est fait pour être interactif. On est, je pense, juste assez pour pouvoir le faire, donc c'est très bien. Aujourd'hui, on va parler de IA et finance. Et évidemment, ce n'est pas un sujet qui est très facile. Et j'ai envie de démarrer par vous poser une question et vous demander, dans votre expérience de consommateur, quand est-ce que vous avez expérimenté, quand est-ce que vous avez vécu l'intelligence artificielle, spécialement dans votre expérience bancaire? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Dans un chat? Sur quelle banque? CBC, par exemple. En effet, je pense que c'est probablement, et je vais démarrer par celui-là, c'est probablement la seule expérience qu'on a aujourd'hui en tant que consommateur. C'est peut-être dans l'optimisation du chatbot. Et le chatbot de KBC,
Kate, c'est un outil marketing très important pour la banque, CBC, KBC, mais qui en fait est un peu une première version de l'intelligence artificielle et qui va servir à optimiser des flows de support client. On est vraiment dans quelque chose qui est assez basique. Si on regarde l'expérience qu'on a en tant que client chez BNP, on ne va pas retrouver d'éléments d'intelligence artificielle générative, comme on peut retrouver sur OpenAI. C'est quelque chose qui n'est pas présent. Chez ING, malgré le fait qu'ils soient un partenaire d'Accountable, ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver. Chez Belfius, malgré le fait qu'ils ont un excellent produit aussi technologique, on ne va pas retrouver ça au cœur de l'expérience. C'est assez intéressant. Les seuls qui sont un petit peu plus avancés là-dedans, c'est en effet CBC, KBC. Alors, est-ce que c'est le désert? C'est un petit peu la question. En fait, en réalité, pas vraiment. L'intelligence artificielle dans vos produits bancaires, elle va être présente, et elle est présente depuis depuis plusieurs années, presque quasiment une dizaine d'années, mais elle va être cachée. Elle ne va pas se retrouver dans quelque chose que vous allez vivre, que vous allez percevoir. Et donc c'est un moment très important pour moi de différencier ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle prédictive, qui va être le fait d'utiliser un modèle pour prédire un comportement, par rapport à l'intelligence artificielle générative, qui est l'expérience que vous allez avoir sur ChatGPT. Vous allez poser une question et puis vous allez donner un texte, on va vous rendre un texte. L'intelligence artificielle va générer du contenu sur base de ce que vous lui donnez. Et en fait, l'intelligence artificielle prédictive, dans le monde financier, elle existe depuis longtemps. Alors, on va la retrouver dans l'analyse du risque crédit. Donc, quand votre banquier regarde votre dossier, il peut faire la tête du client, il peut aussi faire tourner un modèle, généralement il va faire tourner un modèle, qui va en fait donner une probabilité de défaut, une probabilité de risque, il est associé à votre crédit. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut mettre des modèles mathématiques, des modèles statistiques, qui vont en fait être de la base de l'intelligence artificielle. L'analyse de documents. Quand on reçoit un contrat et qu'il passe dans ce qu'on appelle un logiciel de reconnaissance de caractère, d'OCR, pour pouvoir extraire l'information de ce document, il y a du traitement de l'image, il y a de l'intelligence artificielle, il y a de l'inférence, on va deviner le contenu, on va deviner aussi la significativité, on va deviner ce que les mots veulent dire et associer les mots aux différents objets qui sont censés être représentés. Dans le trading et dans le modeling financier, on va retrouver des modèles qui vont permettre d'optimiser les retours sur investissement. C'est quelque chose qui existe depuis qu'on fait évidemment du trading. Et puis dans la détection de fraude, un peu de la même façon que dans l'analyse de crédit, on va avoir des modèles qui vont permettre de comprendre, de détecter de manière prédictive et automatique les éléments, les transactions ou les utilisateurs qui vont présenter un risque de fraude. C'est des thématiques qui sont extrêmement importantes. Elles sont d'autant plus importantes que l'accès au système bancaire, il s'accélère. Il y a de plus en plus de gens qui sont bancarisés. On regarde des produits comme Wise, qui sont extrêmement faciles d'accès pour des personnes tierces. Ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour faire de l'identification de clients ou la détection de fraude, c'est impossible. Et ça ne permettrait pas aux entreprises de vivre aujourd'hui de manière assez claire. Alors l'IA prédictive, en effet, ce n'est pas comme l'IA générative. Ce n'est pas je envoie un texte et puis j'ai une réponse et puis je peux construire une conversation et j'ai des réponses. Non, j'ai un problème bien défini et je vais essayer de faire un modèle qui va prédire le comportement de l'utilisateur. Et donc le cœur de l'IA prédictive, ça va être de créer un modèle de prédiction. Ok, waouh, très simple. Mais l'idée, c'est vraiment en fait de réaliser ce qu'on appelle une chaîne extrêmement simple pour arriver à prédire le comportement de ce consommateur. Et quel que soit le problème auquel on va s'attaquer, ça va toujours être la séquence suivante. On va partir de données brutes, les plus riches possibles. Sur base de ces données brutes, on va essayer d'identifier et de ressortir des comportements qu'on pense être prédicteurs du comportement qu'on veut deviner. On va construire un modèle statistique qui va dire, sur base de ces fonctionnalités, sur base de ces variables-là, quelle est la probabilité que chacun des utilisateurs a de faire le comportement. Et puis on va appliquer ce modèle-là à une nouvelle population pour en fait estimer le risque qu'on a voulu avoir ici. Alors, cette mécanique prédictive qui est de partir des données, d'en extraire des comportements, le mettre ça en variable, le faire tourner dans un modèle et puis appliquer ça à une nouvelle population pour en sortir une prédiction, c'est quelque chose qu'on voit dans le monde bancaire, dans le monde financier. On le voit également aussi dans le monde télécom. Et là, ce que je voulais faire, c'est vous amener ici sur un peu un autre monde, qui n'est pas le monde financier, mais qui est le monde de l'opérateur télécom, et montrer ce qu'on faisait dans mon ancienne entreprise, qu'ils font toujours d'ailleurs, chez Reactor, quand on aidait les opérateurs télécoms à traiter leurs données. Donc ici, le monde des données de l'opérateur télécom, ce n'est pas les transactions bancaires, ce n'est pas les virements,
c'est les appels que vous faites, c'est les SMS que vous envoyez, c'est les datas que vous utilisez. Et l'opérateur télécom, il va prendre ces données-là. Alors, il va évidemment un petit peu les anonymiser, on ne va pas avoir directement l'accès à l'information qui a fait quoi, mais ce qu'on va pouvoir faire très rapidement, c'est pouvoir créer des variables qui vont capturer le comportement de l'utilisateur. Alors, ce qui est vraiment très sympa avec l'opérateur télécom, c'est que quand vous faites un appel, ça se connecte à une antenne. Et l'antenne, elle a un point GPS. La personne qui est de l'autre côté de l'appel, elle a aussi une antenne, elle a aussi un point GPS. Donc, on peut commencer à faire de la localisation, on peut savoir où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous travaillez, on peut savoir comment vous vous déplacez, à quelle vitesse. Quels sont les déplacements que vous faites le week-end, ceux que vous faites pendant la semaine. On peut aussi, à partir de ces données-là, savoir est-ce que vous avez beaucoup d'amis, est-ce que vous appelez beaucoup de gens, est-ce que beaucoup de gens vous appellent, est-ce que vous êtes plutôt isolé. Et sur base de toutes ces informations-là, donc on va repartir de notre question ici, sur base des données, l'opérateur va construire des variables qui vont qualifier les différents abonnés de l'opérateur. Et puis sur base de ces variables-là, on va dire tiens, quelle est la probabilité qu'ils achètent un tel produit, un tel plan tarifaire. Et donc, on va créer un modèle de prédiction qui va attribuer à chacune des personnes une probabilité d'acheter un tel produit ou d'avoir tel comportement. C'est ça le mécanisme de l'IA prédictive. En pratique, c'est des grands tableaux de nombres, des milliers de variables et des modèles qui tournent et qui sont sans arrêt optimisés avec le machine learning. Ces modèles d'IA prédictifs, vous ne les voyez pas en tant que consommateur, mais vous les consommez. C'est-à-dire quand vous allez recevoir un appel d'un call center, généralement, il y a un modèle prédictif qui indique que ce client-là a une bonne probabilité d'acheter mon produit. Donc vous allez en être un peu la victime. Pour l'opérateur télécom, pour l'opérateur bancaire, l'opérateur financier, c'est du gain de temps et un gain d'efficacité. C'est pouvoir faire des opérations qu'on ne fait pas avant. Ça va être de pouvoir avoir un staff qui est beaucoup plus efficace et un énorme gain de temps. Parce qu'évidemment, si on doit à la main identifier les clients qui sont potentiellement des bonnes cibles pour tel ou tel produit, c'est quelque chose qui ne marche pas. Donc on va vraiment parler d'amélioration back-end, donc à l'arrière de la boutique. Et donc avec relativement peu de gains visibles pour nous consommateurs, on pourra dire que la meilleure chose, c'est peut-être de ne pas se faire cibler par des campagnes qu'on n'a pas envie d'avoir. C'est un peu l'argument que vont utiliser tous les publicitaires, mais c'est un peu le seul gain qu'on va avoir de ce côté-là. Pour la publicité. Si on regarde aux questions plus d'analyse de crédit ou de risque de fraude, là, il y a des gains qui sont plus perçus, c'est-à-dire que vous allez, certains organismes financiers vont pouvoir en fait identifier ou mettre un niveau de risque à des personnes qui ont moins de data. Donc on va peut-être moins vous demander d'avoir 3 ans d'avertissement extra drôle pour avoir accès à un crédit, mais avoir utilisé d'autres types de signaux, d'autres types de données pour pouvoir donner des recommandations qui sont aussi prédictives. Mais globalement, peu de visibilité de l'intelligence artificielle pour nous en tant que consommateurs, spécialement dans l'expérience bancaire. Alors en venant ici ce soir, je me suis posé une question en disant mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus l'intelligence artificielle dans l'expérience bancaire, sachant que ça devient une commodité. On est à la 4e, la 5e démo de OpenAI, on est sur des versions, des modèles qui sont quand même très avancés, ça fait longtemps qu'on en parle. Vous l'utilisez probablement dans votre tâche quotidienne ou hebdomadaire, essayez d'aller regarder sur des choses sur ChatGPT. C'est étonnant que ce ne soit pas au cœur de l'expérience financière ou même de l'expérience bancaire en particulier. Et en fait, quand on regarde les éléments qui peuvent expliquer pour le fait que l'IA n'est pas très présente dans l'expérience financière, c'est pour nous la conséquence de trois éléments. Le premier, c'est la gestion du risque. Et donc, quand on a un acteur financier établi, on n'a pas envie de prendre de risques. Et la question de l'IA, elle pose une grande question de l'accès aux données et à la vie privée. Et donc ça, c'est un élément qui fait très très peur à la majorité des acteurs financiers. Deuxième point, c'est une question de compétences. Donc les ingénieurs qui vont être capables de pouvoir construire ces modèles-là, spécialement sur la partie générative, ils sont en train d'être formés. Ils ne sont pas forcément disponibles à Bruxelles ou à Liège. Donc il y a vraiment cette question de pouvoir attirer les talents et de pouvoir avoir la compétence pour pouvoir traiter ces modèles-là et les développer. Et puis on a un troisième point qui est le focus. Quand on a beaucoup de choses qui tournent en même temps, c'est compliqué d'appliquer de l'effort sur une question spécifique. Alors le risque, on en a parlé, c'est un élément qui est super important, c'est la notion de vie privée. Donc aujourd'hui, quand vous êtes sur ChatGPT et vous posez une question,
toutes les données que vous envoyez vers ChatGPT, elles sont envoyées vers ChatGPT, et puis ChatGPT les analyse, et puis vous les rend. Mais elles ont été envoyées, donc elles sont sur les serveurs en Californie ou en Europe, ça dépend ce que vous utilisez. Et ces données, elles ont quitté votre giron, et elles sont dans le giron de la personne ou de l'acteur qui fait ça. Donc quand une banque, elle n'a pas envie d'envoyer ses données à des tierces parties. C'est assez clair. Donc il y a un risque inhérent à ça. Il y a des possibilités de l'éliminer, on le verra ensemble, mais de prime abord, c'est quelque chose qui est perçu comme étant assez risqué. Deux éléments, la compétence, on en a parlé, c'est assez difficile de recruter, ce sont des profils qui sont aujourd'hui les profils probablement les plus recherchés en termes technologiques dans le monde sont les ingénieurs en intelligence artificielle. C'était les anciens data ou les data scientists d'il y a 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, ces profils-là sont vraiment les profils les plus chers et les plus demandés, pas forcément disponibles en Europe. Et puis le focus, on en parlera. Et ce que je voulais vous apporter dans cette conférence, c'est vous montrer comment est-ce que nous, de manière très concrète, très pragmatique, on essaie de s'attaquer à cette question pour donner une réponse à un marché en utilisant l'intelligence artificielle. Et donc, je vais vous amener dans l'univers d'Accountable, qui n'est pas un univers bancaire, qui est un univers fiscal, qui est un univers de gestion financière. Donc c'est un peu plus large que la question bancaire. Et donc ce que je voulais faire, c'était vous montrer concrètement comment est-ce qu'on utilisait l'intelligence artificielle dans Accountable. Alors, on va revenir à notre question de dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a à la source d'Accountable? Dans les données, dans Accountable, j'utilise Accountable pour faire mes factures, j'envoie vers mes clients. Je vais scanner mes reçus pour avoir mes frais professionnels. Accountable va calculer ma TVA, préparer mes déclarations. Tout ça, c'est dans l'application, c'est très bien. Et puis, on s'est dit, en fait, sur cette richesse de données, on peut aller demander à Accountable, aller poser des questions. Et aller demander à Accountable, vous voyez quelques questions que j'ai posées précédemment. Je peux aller demander à Accountable, tiens, qu'est-ce que je devrais déduire que je ne déduis pas? Et là, si Internet fonctionne bien, ça fonctionne bien. Accountable va aller regarder dans mes transactions, avec évidemment mon consentement, et va aller regarder et dire, tiens, les types de dépenses que je ne fais pas et que je devrais faire en tant qu'indépendant. Donc en tant qu'indépendant, toutes les dépenses qui sont afférentes à mon entreprise, je devrais les déduire, ce qui permet de réduire mes impôts. Et Accountable me dit, attention Nicolas, ta voiture, tu ne la déduis pas. C'est vrai, je ne la déduis pas. Je suis souvent en vélo. Mes frais de formation, j'ai fait seulement 173 € depuis le début de l'année. Je n'ai pas déduit d'éléments liés à mon travail à domicile. Mes dépenses de restaurant, c'est déjà 4 892 € en 2024. C'est plus que 5% de mon revenu annuel. Il me dit, fais attention. Et je n'ai pas déduit mon assurance RC Pro. Et donc, en fait, ici, ce qu'on voit, c'est que de manière générative, donc pas seulement prédictive, on a en fait réussi à interpréter la question, on a réussi à donner une réponse qui est pertinente. Et donc ça, c'est une question qui est intéressante. Un élément qui peut être aussi intéressant, et ça, je vais le faire en live avec vous, je ne l'ai pas testé. Peut-être qu'on serait un peu répétitif, mais c'est aussi cette question de dire, tiens, est-ce que je peux être comparé par rapport à des pairs, à des gens qui sont comme moi, indépendants, et qu'est-ce qu'il dit ici? Oui, il va revenir sur les mêmes éléments. Mais il va ici, dans ce cas-ci, me comparer à d'autres consultants et me dit, attention Nicolas, tu es dans le top 20% des dépensateurs, c'est un nouveau mot, tiens, des personnes qui dépensent, avec ici des éléments. Donc ça, c'est comme ça que nous on l'a implémenté. Et vous voyez aussi qu'on a une petite logique très importante pour nous qui est directement, si on demande, tiens, est-ce que la réponse a été utile ou pas? Et donc on entraîne cette intelligence artificielle en disant, tiens, quand on a une mauvaise réponse, on la corrige, elle rentre dans la logique. Et ici, dépensateur, il ne le dira plus. Dès ce soir, c'est fini. Ce mot-là ne reviendra plus. Donc ça, c'est une implémentation pour vous prouver que c'est en effet possible d'utiliser l'intelligence artificielle générative dans le cadre d'un exercice qui n'est pas facile, qui est celui d'analyse financière d'un indépendant. Alors, dans les questions que nos clients posent, il y a des questions intéressantes qui sont parfois d'ordre très général et parfois très spécifiques. Pendant une de cette semaine, on avait un indépendant qui nous demandait, est-ce que je peux déduire mon chien? Et donc Accountable, non seulement il apprend de mes données, mais il apprend aussi de l'information qu'on a vue sur fraispro.be.
du blog et d'informations du SPF, et puis aussi toute une série de jurisprudence, donc de règlements fiscaux qui ont été donnés. Et il y a eu une situation dans laquelle un indépendant a déduit son chien comme élément de sécurité. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est considéré comme étant un frais de procès déductible, tant qu'on peut prouver qu'il y a un lien entre le chien à la maison et l'activité professionnelle et la sécurité de cette maison. Ce qui est bien parce que ça permet de déduire la nourriture, l'espace de la niche, en proportion un peu plus grande que l'espace de bureau. Donc vous verrez, j'ai plus l'habitude de donner des conférences sur les frais pro que sur l'IA. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions liées par rapport à ça. Je vais revenir à mon point principal qui est de dire, OK, en fait, donc ici on a un exemple de comment l'intelligence artificielle peut être vraiment au cœur de l'expérience d'Accountable ou d'un produit. Dans Accountable, on va l'utiliser aussi dans pas mal d'autres endroits. Donc ici, vous avez une logique dans laquelle je pose une question et puis Accountable me répond. L'assistant IA d'Accountable me répond. Mais en fait, on fait aussi de manière proactive. Donc, vous voyez, ça, c'est mon vrai compte. Et donc, on retrouve les différents éléments. Accountable m'a dit, ah, tiens, il te semble que tu dépenses moins de 100 € par mois pour ton véhicule, tu devrais le faire. Et ça, c'est aussi l'intelligence artificielle qui va aller chercher dans mes données et me donner du conseil proactif. Toujours sur cette logique générative, mais proactive. Ce qu'on va également faire, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour aller identifier les zones de risque. C'est un élément extrêmement important dans la création du produit. Quand vous soumettez votre déclaration de TVA, c'est hyper important de pouvoir vérifier que cette déclaration elle est correcte. Parce qu'avec Accountable, on la garantit. C'est-à-dire on paye les amendes si jamais ça va pas. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder les éléments de risque. Et on va aller par exemple demander, ça c'est la deuxième question, identifier certaines dépenses qui ne sont pas professionnelles. Liées typiquement au moment de la dépense ou liées par exemple au type de fournisseur, au type de client qui est disponible. Donc c'est vraiment au cœur de l'expérience. Ça, c'est l'intelligence artificielle générative. Avant même ça, quand on scanne le reçu et que l'ordinateur, l'application reconnaît les différents caractères et attribue une chaîne de caractères au nom du marchand et une catégorie comptable et un montant et une date, c'est aussi en fait l'utilisation de l'intelligence artificielle dans sa version plus simple. Donc, c'est possible. C'est possible. Je voulais revenir, c'est vous montrer comment est-ce que nous, de manière très pratique, et peut-être pour vous donner un peu une idée aussi, comment est-ce qu'on gère ces questions de risque, ces questions de compétences et cette question du focus. Le risque, c'est évidemment le point le plus important. Et pour nous, en fait, on a construit notre assistant IA avec un élément en tête, qui est le respect ultime de la vie privée, privacy, de la vie privée, pardon, de nos utilisateurs. Ça veut dire en fait que aujourd'hui, quand on va pour donner cette réponse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un modèle de langage, un grand modèle de langage, un large language model. Mais ce modèle de langage, il ne va pas voir vos données. Il ne va pas voir qui vous êtes, il ne va pas voir où vous habitez, il ne va pas voir votre numéro d'entreprise, il ne va voir aucune information personnelle qui soit liée à vous ou à vos clients ou à vos fournisseurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va agréger différents éléments et on va utiliser le modèle de langage pour interpréter la question que vous allez poser, et puis après faire le bon routing, et puis on va utiliser le modèle de langage à nouveau pour pouvoir reconstruire la réponse. Mais OpenAI ou Mistral ou peu importe le modèle qu'on utilise, derrière, il ne va pas voir vos données. Ça, c'est très très important. Donc c'est possible de le faire, mais ça demande une construction. Ce n'est pas simplement envoyer les données vers ChatGPT et puis avoir la réponse. C'est la façon dont on le construit. De pouvoir faire ça de manière correcte et pérenne dans le temps, il y a évidemment une question de compétence. Et donc, pour ça, c'est aussi un point important, c'est qu'on a construit Accountable pour pouvoir faire ça, avec cet objectif-là. Ça veut dire quoi? Moi, aujourd'hui, je suis peut-être le moins technique de la photo, évidemment, mais on a une équipe d'ingénieurs, avec André en bas, avec Jules, avec plus de 40 personnes qui sont dans l'équipe, qui sont aujourd'hui des personnes dont le métier est de créer ces modèles, les développer, les maintenir. Et puis, on a aussi des experts comptables qui travaillent avec nous, à vérifier que les réponses sont correctes, et à créer le contenu, qui est le cœur évidemment de l'apprentissage de cette intelligence artificielle. Vous avez une jolie photo de Hassan, qui est un de nos cofondateurs chez Accountable. On a regardé le risque, on a regardé la compétence, et peut-être terminer sur ce point-là, avant de passer au Q&A. Je vais revenir sur un point qui pour moi est vraiment capital, c'est la question du focus. Et donc pour nous, en fait, quand on a créé cet assistant IA, on l'a fait qu'un seul objectif, qui était de dire servir notre client. On était très clair sur ce point, c'est de dire
est-ce que l'amélioration qu'on va apporter dans l'expérience client, elle va être bénéfique pour ce client-là? Et même si jamais ça peut être perçu comme étant invasif ou une menace par certaines autres personnes, on a fait ce choix de dire non, cet assistant IA, il peut délivrer de la valeur aux indépendants. Et donc, tant qu'on peut le faire dans des conditions de sécurité, on va respecter les données et la vie privée des individus. Tant qu'on peut le faire de manière pérenne avec des bonnes compétences qui sont au sein de l'entreprise, faisons-le et mettons-le en place. Et quand on est une plus grande entreprise, et je pense par exemple aux grandes banques, c'est appliquer du focus à l'échelle d'une organisation qui fait 4, 5, 10 000 personnes, c'est quelque chose qui est évidemment infiniment plus difficile. Et ça, c'est probablement une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, en fait, ces applications de l'IA générative dans votre expérience bancaire, vous ne les voyez pas encore. Ce n'est pas une prédiction qui est vraiment très difficile, mais ce qui risque de se passer, c'est qu'on va voir émerger ces expériences-là dans votre expérience sur BNP, sur ING, peut-être plus encore en avant chez KBC et chez Belfius, mais ça va prendre du temps, ça va demander de la maturité, jusqu'à ce que ces banques soient prêtes à prendre le risque et développer les compétences et soient prêtes à les mettre en place dans des produits clients vers le consommateur. Voilà, c'était le contenu que je voulais vous présenter aujourd'hui. Partager un petit peu de cette expérience liée à l'intelligence artificielle, non seulement générative, mais aussi prédictive, dans le monde du télécom appliqué à la finance, avec un cas vraiment concret, qui est celui de l'assistant IA qu'on a développé avec Accountable. Évidemment, je suis ravi d'avoir vos questions aujourd'hui et puis lors du drink après. Déjà, un grand merci. Nicolas? Qui est indépendant ici? Ah oui, quand même. Bon. Qui a des questions? Ah, il y a une question ici. Il y en a deux. Bravo. Une question. Tu as parlé de Belgique et d'Allemagne, mais c'est des mondes différents. Alors, comment fais-tu? Tu as deux équipes différentes, une équipe de fiscalistes allemands, une équipe belge, ou bien tu travailles avec des relais allemands? Alors, on a une équipe en Allemagne qui compte une dizaine de personnes. Donc, Accountable, c'est 45 personnes, une quinzaine de personnes en Belgique et un peu moins de 15 personnes en Allemagne. Puis le reste, au travers de l'Europe, on a des gens en France, en Italie, en Espagne. Nos équipes de comptables et de partenaires comptables, elles sont toujours locales. Ça, c'est la réalité du marché. La connaissance comptable, elle est locale. Et nous, ce qu'on s'est dit, et c'est quelque chose qu'on a réussi à prouver vrai, c'est que les bases de la comptabilité en Allemagne et les bases de la comptabilité en Belgique, en fait, elles sont les mêmes. Elles sont aussi les mêmes en Italie et en Espagne. C'est des factures, des dépenses, une déclaration de TVA, une déclaration d'impôt. C'est vraiment des éléments de base de taxation qui sont les mêmes. Évidemment, les règles évoluent, mais les éléments sont les mêmes. Et aujourd'hui, quand tu rentres dans Accountable en tant qu'indépendant allemand, tu rentres dans la même application. Simplement, au moment où tu vas créer ton compte, on va charger des fichiers différents qui va montrer à quoi ressemble une facture allemande par rapport à une facture belge. Et cette complexité, on arrive à la gérer aujourd'hui avec des équipes qui sont uniques. Et ça, c'est aussi un élément qui est important dans la construction de l'entreprise, c'est qu'on n'a pas envie de créer un accountable allemand et un accountable belge. Non, notre mission, c'est d'aider les indépendants. Et le mindset de l'indépendant en Allemagne et le mindset de l'indépendant en Belgique, c'est le même. C'est celui de se battre pour son activité, la développer. Et le problème qu'on résout, la charge mentale liée aux impôts, en fait, c'est exact, c'est la même chose. Donc, en fait, nos équipes de marketing, nos équipes de support client, elles sont gérées de manière unifiée, bien sûr avec des profils différents. Comment se fait-il qu'aucune banque ne vous ait racheté? On parle régulièrement avec des banques. C'est quelque chose c'est un sujet qui les intéresse beaucoup. On a un partenariat historique depuis très longtemps avec ING, qui nous a d'ailleurs beaucoup aidé au début. On a des partenaires actifs avec BNP aujourd'hui. On a un partenaire avec N26 en Allemagne, en Belgique, avec Revolut. Donc, ce sont des sujets qui les intéressent beaucoup. Donc, je n'exclus pas un jour qu'on fasse des rapprochements qui soient plus forts. Mais nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller servir notre marché. On a 50 000 utilisateurs. On pense qu'on peut aller chercher 200, 300 000 personnes. Et moi, mon rêve d'entrepreneur, c'est d'arriver à toucher ou d'aider un maximum de personnes. Et c'est encore un petit peu tôt pour vendre l'entreprise. Une question là au bout. T'y vas? Ok. Moi, j'ai une question plutôt technique. Est-ce que vous faites un fine-tuning pour le large language model localisé par pays ou est-ce que vous avez un AVA global?
Je suis pas sûr. Tu peux répéter la question? Est-ce que vous faites un fine-tuning pour le large language model par pays ou est-ce que vous en avez un global? Alors, c'est très simple. Donc, en fait, la mécanique, elle est la même en Allemagne et en Belgique. Le dataset sur lequel on fait apprendre, il est différent. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va regarder tes données, on va regarder les textes de loi locaux, on va regarder les articles de blog et les sites qu'on a trouvés locaux, on va aller chercher des conversations passées locales. Et donc, en fait, ce que tu vas voir, c'est qu'en tant qu'indépendant allemand, indépendant belge, le contenu qu'on va charger pour donner une réponse, il va être complètement différent et la construction de la réponse va être différente. Mais le building block d'analyse de la question, le building block de création de la réponse, celui-là, il est partagé. Ici. Je ne pas le micro. En cas d'erreur du système, qui est responsable? C'est l'indépendant ou c'est vous qui êtes responsable? S'il y a un contrôle pour erreur, encodage, que sais-je? Ça, c'est un élément super important et qui était une des questions depuis la fondation d'Accountable. Donc, quand on regarde l'histoire d'Accountable, on a commencé à travailler dessus en 2017, on a lancé en 2019, donc déjà un petit peu de temps avant de mettre le produit sur le marché, parce qu'en fait, le risque d'erreur, c'est ce qui nous tue. C'est vraiment très important. Alors, en tant qu'éditeur logiciel, on a une obligation de faire ce qu'on dit qu'on fait. Donc, tout logiciel comme mission doit faire ce qu'il dit qu'il fait. Donc, en fait, ça doit fonctionner, quoi. Mais en effet, comme tu dis, tu poses la question, c'est qu'on a des utilisateurs, et en tant qu'indépendant, c'est particulièrement le cas. Aucun d'entre nous n'est expert comptable. Certains ont des connaissances, mais ce n'est pas ton métier d'être expert comptable. Et donc, on s'est dit, on doit créer une interface qui est la plus intuitive possible et qui réduise le risque d'erreur. Ça, c'était un petit peu dès le démarrage, et on continue à travailler sur cette ligne-là. Et puis, l'année passée, on s'est dit, OK, si on veut vraiment faire évoluer ce marché, si on veut vraiment faire changer cette industrie, on doit prendre un engagement. Et pour nous, ça a été de dire, on va non seulement garantir que ce logiciel fonctionne bien, mais on va garantir que les déclarations qui sortent d'Accountable, les déclarations TVA, les listings clients, les déclarations fiscales, elles sont toujours correctes. Et dans toujours correct, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais l'utilisateur fait une erreur d'encodage, et que ça mène à une amende, pas pour fraude, mais ça mène à une amende, Accountable paye cette amende. Et donc, jusqu'à 5 000 €, on va couvrir ces amendes-là. Mais ça va au-delà de la garantie logicielle. Parce que le logiciel, c'est juste de dire, en fait, tu as pu soumettre, ça fonctionne, etc. Ici, on va aller payer l'amende de l'indépendant si jamais il y a une amende liée à une déclaration faite dans Accountable. Alors, deux choses qu'on ne couvre pas. On ne couvre pas la fraude. Et on couvre, si jamais c'est pas nous qui décidons, c'est la fraude, hein, c'est l'administration fiscale. On ne couvre pas la fraude et on ne couvre pas les retards. Parce qu'évidemment, si vous ne soumettez pas, nous, on ne sait pas contrôler. Peut-être un chiffre intéressant pour vous donner. L'année passée, on a fait 30 000 déclarations qui étaient sous la garantie et on a eu 7 cas de personnes qui ont demandé l'application de la garantie. Et sur 7 cas, on a eu 4 cas de personnes qui étaient en retard. Et donc 3 cas dans lesquels, en effet, on aurait pu améliorer l'expérience. C'est-à-dire quand la personne a scanné sa facture, elle n'a pas vu que l'algorithme n'a pas remarqué que le fournisseur était irlandais, et donc il fallait appliquer une TVA européenne avec un préfixe EU. Et donc ça a mené à une question de l'administration et à une correction. On a payé cette correction et on a payé l'amende. Vous utilisez quel fournisseur pour le modèle d'intelligence artificielle? Aujourd'hui, OpenAI. Oui. Mais en pratique, pour nous, on ne voit pas ça comme une dépendance. C'est-à-dire qu'il y a une émergence de modèles qui sont différents et on pourrait remplacer ce large language model par un autre de manière assez simple. Donc ce qu'on fait en permanence, c'est qu'on teste ces modèles. Donc on a des environnements de test dans lesquels on pose des questions, on va aller chercher ces informations et on va comparer les modèles. Et même au sein d'OpenAI, on a eu GPT 4.0 qui est sorti récemment et qu'on est en train de tester aujourd'hui dans l'application en test. Il marche moins bien d'ailleurs que GPT-4, c'est assez intéressant. Il est optimisé pour d'autres paramètres. Donc pour nous, on a évidemment cette obligation de veiller en permanence parce que ces modèles changent et y compris se détériorent. Donc ce n'est pas forcément toujours des améliorations. Ils vont répondre à des stimuli de manière différente. Et au niveau de la confidentialité, est-ce que c'est vous qui la gérez ou est-ce que c'est le fournisseur, dans ce cas-ci OpenAI, qui fournit la possibilité de gérer la confidentialité? C'est nous. Donc ça, c'est vraiment un layer, c'est une couche dans laquelle on a choisi d'investir, sur laquelle on veut le contrôle total, qui est de dire on ne va pas partager d'informations qui sont confidentielles à l'extérieur. Je vais vous donner un autre exemple qui n'est pas dans ce cadre-ci, mais qui est assez parlant. On a en Allemagne un outil qui s'appelle finanzandbrief.de,
qui en fait, Finanzamt en Allemagne, c'est le SPF. Et donc, les Allemands, ils ont très peur de recevoir des lettres du SPF, ça les terrorise. Et en plus, ils les reçoivent, et donc c'est dans un allemand très légal, très agressif, et ils ne savent pas les lire, parce qu'en fait, c'est incompréhensible. Donc on a créé un outil dans lequel les indépendants allemands peuvent aller uploader leurs lettres du Finanzamt. Et nous, ce qu'on va envoyer à OpenAI pour l'interprétation du document, c'est un document dans lequel on a retiré toutes les informations personnelles qu'on a vues, donc les noms, les adresses, les éléments, afin que sur les serveurs d'OpenAI, même s'ils sont en Europe, il n'y ait pas d'informations qui sont considérées comme directement sensitives pour l'utilisateur. C'est clair ? Pour comprendre pour un non-développeur, en fait, l'idée, c'est que vous posez la question en l'entourant de beaucoup de contexte. Merci. Beaucoup de contexte pour que la réponse soit aussi pertinente que possible, c'est ça, en fait? C'est comme si on utilisait nous-mêmes OpenAI, mais vous envoyez en plus beaucoup d'informations que vous connaissez sur le contexte de l'utilisateur pour que la réponse soit plus pertinente, c'est ça? C'est pas seulement de l'enrichissement, mais c'est aussi, en fait, savoir appeler quelles données au bon moment. Donc en fait, une des limitations des modèles, c'est si on donne trop de données, il n'est pas capable de pouvoir l'interpréter. Donc il faut pouvoir en fait dire, il y a une question de classification des questions, et puis après de mettre en face du modèle de construction de phrases les bonnes informations. Donc il y a vraiment, il y a une question de passer du contexte, mais aussi une question de pouvoir vraiment classifier et dire et guider en fait le modèle pour qu'il puisse donner les réponses comme on l'a vu. Et ça c'est J'étais indépendant, j'utilise Accountable, je suis devenu employé, je ne l'utilise plus. La question, c'est qu'est-ce qui t'empêcherait de proposer ton IA pour de l'optimisation fiscale d'employés sur base de la déclaration d'impôt, par exemple? Pas grand-chose d'un point de vue technique. Après, c'est une question super intéressante. Moi, je vais revenir à ce point du focus. Quand on développe des applications spécialement techniques, il y a énormément de complexités qui peuvent arriver. Et c'est plus une question sur laquelle je vais donner qu'une réponse d'entrepreneur, c'est-à-dire tu dois savoir vraiment très très clairement pour qui tu développes ce que tu fais, parce que sinon tu risques de te perdre. Et pour nous, Accountable, on est moins dans la question fiscale que dans la question d'aider les indépendants. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important. Ça pourrait être un projet chouette pour un week-end, pour une équipe de développement et le faire, mais pour nous, le commercialiser, le développer, en faire partie de l'offre d'Accountable, on en est très loin. Et pour la simple bonne raison que c'est pas qui on est. Ça répond à ta question, monsieur? Oui, je voulais juste savoir, vous avez un module de comptabilité analytique là-dessus? Alors, on a la possibilité évidemment d'avoir des... je vais repartir sur Accountable, mais on a la possibilité d'avoir toute une série d'éléments d'analyse et d'interprétation liés à votre comptabilité. La possibilité de pouvoir mettre des tags et mettre des notes sur certaines dépenses. On n'a pas vraiment, tel que vous l'exprimez, la comptabilité analytique, c'est-à-dire de pouvoir faire de l'activity-based costing. C'est des choses qu'on voit moins chez les indépendants que chez les PME, tel quel. Mais le niveau basique d'analyse financière, c'est quelque chose qu'on fait relativement bien dans l'expérience Accountable. J'ai répondu à ta question? Oui, en réalité, c'est parce que moi, je travaille essentiellement avec les petites entreprises sur l'évaluation de leurs marges. Et donc, voilà, c'est un petit peu compliqué. Je peux te montrer concrètement. Donc ça, c'est mon compte de résultats de 2023. Il n'est pas très bien affiché, la question de contraste, c'est un point de feedback pour nous. Mais tu vois ici, donc j'ai mes revenus de l'année dans ma vente de services. J'ai le coût de mes marchandises. J'ai mes différents coûts avec les différentes variations d'année en année. J'ai mes amortissements. J'ai l'estimation de mon impôt qui est réalisée. Donc, en fait, ici, j'ai mon compte de résultats dans l'application. Tu peux également l'exporter en Excel si tu veux faire des manipulations. Et si toi, tu veux faire du conseil et de l'accompagnement, tu peux le faire également relativement facilement. Est-ce qu'il y a une interface pour le comptable? Oui, et donc ça, c'est un élément qui est très important. Donc, notre client, c'est l'indépendant. Mais évidemment, la moitié de nos clients ont également un expert comptable et on veut faciliter cet échange de documents vers l'expert comptable. Donc aujourd'hui, il y a une interface
qu'on appelle expert, qui ressemble fort à ceci, si ce n'est que vous pouvez avoir accès à plusieurs comptes en même temps, et qui permet à l'expert comptable de pouvoir soit changer les écritures, soit générer les déclarations avec la garantie, ce qui est assez sympa, soit exporter vers son logiciel comptable. Et qu'aujourd'hui, cet export, il est via fichier plat, donc c'est des fichiers UBL ou fichiers XML. Et ce qu'on va voir à partir de la semaine prochaine en bêta, c'est des exports natifs en API, notamment vers Horus, qui est important en Wallonie, Octopus en Flandre. Donc ça, c'est un élément qui est important. On n'en parle pas trop parce qu'évidemment, notre objectif, c'est vraiment d'aider l'indépendant. Mais tous les jours, on a nos clients qui invitent leurs experts comptables sur la plateforme de manière très, très simple. Vous voyez ici, je peux en fait très vite inviter mon comptable dans Accountable. Vous l'avez dit, les banques utilisent beaucoup d'IA prédictive pour gérer leurs propres risques, savoir si un client est à risque, etc. Est-ce que vous utilisez des IA prédictives au bénéfice de vos clients pour repérer des cas un peu compliqués et avertir un des clients que peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes? Alors, on utilise de l'IA prédictive, c'est une superbe question. On utilise de l'IA prédictive dans le traitement des documents. Donc, quand on fait la reconnaissance de caractère, de facture, pour savoir qu'est-ce qui est une ligne, qu'est-ce qui est un sous-total, qu'est-ce qui est un total, qu'est-ce qui est un taux de TVA, ça c'est de l'IA prédictive. Pour la question d'identification des risques, ce qu'on a développé ici, et c'est ce que je voulais vous montrer dans les processus de vérification, c'est quelque chose qui est aujourd'hui à la fois basé sur des règles définies et certains éléments d'inférence, mais qui sont plus légères que l'assistant. Et le challenge là-dedans pour nous, c'est évidemment de savoir qu'est-ce qui est mauvais. Parce que si on veut créer l'IA prédictive, il faut un modèle sur lequel on peut entraîner les erreurs. Donc il faut un nombre significatif d'erreurs. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à créer dans le monde fiscal. Mais on est en train de travailler dessus. Et en fait, si on veut revenir à cette question de pourquoi est-ce qu'on a mis en place cette garantie, c'est parce qu'on a envie de ressortir tous les cas dans lesquels le logiciel se trompe. Parce qu'une fois qu'on a identifié un cas dans lequel le logiciel s'est trompé, non seulement on paye, donc ça fait mal, mais on a une occasion d'apprendre et de corriger. Et donc ça, c'est aujourd'hui une des raisons pour laquelle on l'a fait. Pour être honnête, on s'attendait à avoir plus de cas que ces 0,3% tels qu'on avait ici. Mais ça fait partie des choses sur lesquelles on apprend en permanence. Merci. Comment est-ce que le logiciel va reconnaître les zones qui sont utiles dans le scannage des factures? Est-ce que c'est par zone, justement, ou bien est-ce que c'est par algorithme? Donc, c'est pas par zone. Ça, c'est un élément aussi intéressant. Donc, quand on a lancé Accountable en 2019, il y avait la moitié du marché qui nous disait « Ah non, vous devriez avoir des équipes hors d'Europe qui vont faire le traitement à la main, ça va vous coûter moins cher et ce sera plus efficace. » Nous, on a fait un pari inverse, on s'est dit « Non, la technologie va aller tellement vite qu'on va pouvoir avoir la reconnaissance de caractère qui sera plus rapide et moins cher qu'un humain qui fait le travail de traitement manuel. » Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, parmi les traitements automatiques, il y avait des gens qui utilisaient des templates. De dire « Ah, mais une facture Orange, ça ressemble à ça, et puis dans cette partie-là, il y a l'information liée au client, cette information-là, c'est lié au fournisseur, ça, c'est les informations de montant. Mais en fait, ce qu'on se voit rapidement, c'est que les technologies de reconnaissance de caractère, elles ont été beaucoup plus performantes que celles de traitement des templates. Pourquoi? Parce que quand on scanne une facture, ça ne marche pas déjà, de pouvoir vraiment bien reconnaître le template. Et puis après, en fait, ce qui se passe, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de regarder l'extraction des mots, l'extraction des caractères, l'extraction des logos, et puis d'utiliser cette information-là de manière non structurée pour pouvoir prédire l'information qu'on veut. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, dans Accountable, si vous scannez une facture Orange, on aura une dizaine d'algorithmes qui vont entrer en compétition pour savoir, tiens, comment est-ce que je peux déterminer de manière la plus efficace qui est le fournisseur. Et une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle un bag of words, un sac de mots, dans lequel on va mettre tous les mots du PDF, et sur base de l'ensemble de ces mots-là, et parce que la facture Orange est toujours la même, mais puis il y a toujours cette adresse en dessous, il va avec 99,9% détecter correctement Orange. Et ce n'est pas une question de template, ce n'est pas une question d'où est la facture. Si la facture est scannée à l'envers, ça ne change pas. Si la facture est un peu floue, on arrivera quand même à extraire l'information, parce que c'est une technologie qui est beaucoup plus robuste en fait, que les templates. Un exemple très pragmatique, comment est-ce qu'il fait la différence entre la TVA du fournisseur et la TVA du client?
Alors, sur une facture qui est une facture de vente, tu vas retrouver ta TVA à toi. Sur ta facture d'achat, tu vas retrouver ta TVA à payer. Donc, en fait, simplement, le point de départ pour nous, c'est de pouvoir dire, tiens, qu'est-ce qui est une dépense et qu'est-ce qui est un revenu. Et donc, à partir du moment où l'indépendant, ici, il va importer une facture dans son revenu, la TVA qu'on va interpréter, on va interpréter comme étant la TVA liée à la vente de son bien ou de son service. Je parle du numéro de TVA. Ah, parce que tu l'indiques dans l'application. Quand tu crées ton compte dans Accountable, tu peux indiquer ton numéro de TVA. Et dès que tu l'as indiqué, on ne reconnaîtra jamais le numéro de TVA, ton numéro de TVA comme le numéro de TVA de ton client ou de ton fournisseur. Ça, c'est un point important. Si vous avez créé un compte Accountable et que vous n'avez pas mis votre numéro de TVA, le scan va beaucoup moins bien marcher. Au niveau des revenus, est-ce que les factures peuvent être générées par Accountable ou bien Oui. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un élément aussi important. C'est que pour pouvoir générer de la valeur, il faut aussi simplifier le processus à la base de création des documents. Et donc, dans Accountable, quasiment, c'était la fonctionnalité numéro 2. Numéro 1, c'était scanner le frais pro. C'est la possibilité de créer ta facture. Et donc, ici, en quelques clics, tu peux créer ta facture. Aujourd'hui, tu peux l'envoyer par email, tu peux l'envoyer de manière automatique et récurrente, dire à la fin du mois, je veux envoyer ma facture automatiquement à mon client et il l'envoie automatiquement, ça c'est assez sympa. Et puis à partir du mois de septembre, vous pourrez les envoyer automatiquement sur le réseau PayPal, donc le réseau de facturation électronique. Et ça, ce sera obligatoire à partir de 2026, mais vous pourrez le faire directement dès septembre. Et c'est un truc qui est assez sympa d'ailleurs, c'est que l'État belge, pour faciliter l'accès au logiciel de facturation électronique, permet de déduire à 120% les logiciels de facturation qui le font. Donc si vous souscrivez à Accountable cette année, ce sera déductible à 120%, et jusqu'à normalement 2026. Donc ça, c'est assez chouette. Par abonnement. Alors, ce qui va se passer, c'est que donc, toi, tu peux envoyer tes factures de manière récurrente à tes clients. Si jamais, moi, j'ai ça par exemple avec mon client, je l'envoie tout le temps la même facture. C'est Accountable, donc c'est assez simple. Et puis sur les factures que tu vas avoir de manière récurrente, toi, que tu vas payer chez tes fournisseurs, ce que tu vas pouvoir faire, c'est mettre en place, c'est des logiques de auto-forwarding d'email, de transfert automatique d'email. Donc ça s'importe automatiquement dans Accountable et puis ça se met automatiquement. La deuxième chose qui peut se passer, c'est que vu que tu peux dans Accountable connecter jusqu'à 5 comptes en banque, tu vas avoir tes transactions bancaires qui vont apparaître automatiquement et tu vas dire tiens, je vais pouvoir simplement rattacher le PDF qui est lié à ça si tu n'as pas mis en place ces logiques d'auto-forwarding. Dans le futur, et ce n'est pas forcément dans longtemps, dans 3 à 4 mois avec la facturation électronique, la facture Proximus qui a ton numéro de TVA, tu ne vas plus la recevoir par email, elle va être directement disponible sur PayPal, sur ce système centralisé, et tu l'auras directement dans Accountable, automatiquement importé, avec la connexion de ton compte bancaire qui te dit tiens, elle est payée ou elle n'est pas payée. Et justement, c'est quoi PayPal pour ceux qui ne connaissent pas? Enfin, moi, je connais, c'est le système qui te permet notamment de participer à des marchés publics, ou je me trompe Notamment. En fait, historiquement, c'était quelque chose qui était facultatif. Mais en fait, donc, au niveau européen, l'Europe force l'ensemble des États à faire en sorte que les acteurs économiques professionnels sur le marché utilisent un système centralisé de facture. Et évidemment, c'est une logique de contrôle fiscal, hein, c'est en clair. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la facture papier, ou même la facture PDF que vous allez envoyer à votre client avec votre beau logo, votre couleur, etc., elle sera plus valide à partir de 2026. Vous devrez émettre les factures via ce système centralisé qu'on appelle en Belgique PayPal. Il a d'autres noms dans d'autres pays, mais qui est vraiment en fait un système de centralisation de factures pour vos factures de vente et vos factures d'achat. Ça ne va pas remplacer les petits tickets que vous avez au restaurant, les petits tickets que vous avez, que vous pouvez avoir à la caisse, mais ça va en effet permettre d'automatiser la capture d'un grand nombre de factures que vous avez pour vous. Donc facilitation, c'est pas mal. Et tu parles de l'intégration des comptes bancaires. Est-ce que tu t'intègres aussi donc, avec les cartes de crédit? Est-ce que tu t'intègres avec Revolut notamment? Alors, au niveau des connexions bancaires, on a la possibilité de rajouter l'ensemble des banques belges, l'ensemble des banques allemandes, Revolut. C'était quelque chose qu'on ne faisait pas au début et qu'on a fait par la suite. On va gérer les différentes devises. Donc, si vous avez des comptes en dollars, si vous avez des comptes en euros, vous avez des comptes en pounds, ça va fonctionner parfaitement bien.
Qu'est-ce qu'on a aussi? Vous pouvez connecter votre compte PayPal, si vous avez un compte PayPal. Moi, j'ai connecté mon compte PayPal ici à mon élément. Et pour les factures Visa, ça, c'est une question qu'on a de manière assez récurrente. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de récupérer ces données de manière électronique pour la plupart des banques. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un système dans lequel vous pouvez simplement uploader vos PDF que vous recevez de votre banque. Et on va automatiquement reconnaître les différents éléments, on va automatiquement créer les éléments. Et puis, on va vous dire, attention, Nicolas, cette dépense Spotify, tu dois la déduire, tu dois mettre la preuve pour pouvoir récupérer déduire la dépense professionnellement. Donc aujourd'hui, Visa, ça fonctionne, mais ça fonctionne avec l'upload des statements, pas avec une connexion API. Pour en revenir 2 secondes sur l'IA, quel est ton degré de confiance ou de confiance, je vais le dire comme ça, sur la capacité à une IA générative de maîtriser complètement les maths? Maîtriser complètement les maths. Les maths. Ouais. Autant je pense que l'IA générative analyse très bien du texte, du langage naturel. Elle est capable aussi effectivement d'effectuer des opérations mathématiques. Mais à quel degré, jusqu'à où penses-tu qu'elle est capable d'aller à ce stade aujourd'hui? Si tu regardes sur un horizon de 2 ans, probablement très 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 bien. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous voulez de l'IA? On a parlé des informations financières et bancaires, mais vous la voulez dans votre Excel? Vous la voulez qui analyse des tableaux de chiffres? Personne n'a envie d'analyser des tableaux de chiffres. C'est un vrai use case, c'est un vrai pain avec des gens qui sont des dizaines de personnes qui sont payées pour analyser ces tableaux de chiffres. Donc c'est vraiment des choses des use cases que pour moi vont arriver de manière assez forte et assez directe. Les gros challenges qu'on a aujourd'hui, c'est la personnalité. Donc c'était est-ce que l'IA peut amener de l'émotion? Toute la démo de GPT-4o, c'était diminuer la latency, donc la vitesse de réponse, et donc permettre une interaction directe, et puis créer de l'émotion. Donc ça, c'est un sujet sur lequel les ingénieurs travaillent énormément. L'interprétation des chiffres, c'est un élément qui est... Justement, est-ce qu'elle est réactive ou proactive? C'est-à-dire, est-ce que je fais un trimestre très moyen et que je continue avec un rythme de vie élevé, est-ce que l'IA va à un moment donné m'envoyer un mail en disant « Attention, warning, ça va pas bien se passer cette année si tu continues comme ça ». Ou est-ce qu'elle va mettre aussi des solutions en place, pourquoi pas créer des... Parce que du coup, vous commencez à avoir pas mal de clients. Est-ce qu'elle ne pourrait pas mettre en relation les indépendants? Est-ce que tu as une vision là-dessus? C'est pas du rêve. Hein. Donc aujourd'hui, pour nous, faire du conseil proactif sur base de données, c'est ce qu'on fait historiquement et qui, dans un monde génératif, pourrait ressembler à, de temps en temps, envoyer une prompt à l'assistant et lui dire « Tiens, qu'est-ce que tu penses de la session de Jérémy ce trimestre ?» Dans le back-end, tu ne le vois pas. Et puis si la réponse et l'analyse de la réponse, elle est importante, elle est pertinente et elle est analysée selon un certain degré d'importance, on peut décider de t'envoyer un email en disant « Tiens, on a découvert ça et on pense que tu devrais faire attention. » Sans la moindre intervention d'un être humain, que personne n'ait vu à tes données, que personne ne juge ce que tu as fait ou ce que tu as fait. Et ça, c'est pas hypothétique, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Est-ce que l'IA pourrait par exemple se connecter à tous mes assureurs ou à mes courtiers et constamment, tous les trimestres, renégocier tous les contrats? Oui. Le courtier ne va pas être content, mais par contre, moi, ça pourrait m'intéresser. C'est des use cases qui sont assez forts. Après, tu as toujours la question de connexion et donc d'accès aux contrats, aux éléments qui sont aujourd'hui plus difficiles. On n'est pas sur de la donnée brute, on n'est pas sur où la donnée, en tout cas, vraiment elle n'est pas structurée, elle n'est pas facile d'accès si elle se retrouve derrière des firewalls, des paywalls, des logins, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Écoutez, ça tombe bien parce qu'on a un petit peu dépassé le temps, mais ce n'est pas grave, je pense que c'était intéressant. Donc on peut remercier Nicolas. Merci beaucoup Nicolas.